Utsita Social Club, le rendez-vous des amoureux, des afougats de la culture occitane. Bienvenue dans ce podcast propulsé par le magazine Loudiari et concocté par Syl et Guillaume. Buon ascolto. Adichatz et Bemengud din Lucita Social Club. Jérémy Couraud alias Djebaletti, c'est notre invité. C'est un artiste zinzin, complètement foufou, d'estime bourlate même. Musicien, chanteur, conférencier, carnavalier. Il égaye la scène musicale toulousaine avec son rock psyché afrobeat niçois. Le groupe s'appelle donc Djebaletti. Et sa fanfare aussi composée de calebasses, d'amis tout aussi zinzin qui s'appelle La Vespa Cougourdou Orchestra. Un artiste complet et complexe qu'on a hâte de vous présenter. Adi Udje. Bonjour. Et Koussivas. Bien. Et tu? Va plat, écoute, sous plat content c'est acquis, un côté où, chez toi. On n'est pas à Nice, mais bon, on est dans un décor presque niçois chez toi déjà. Hein. Oui, peut-être, ouais. À force, oui, il y a des couleurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs à Nice, et ici, j'aime bien les couleurs, moi. Tu connais Ossine? Oui, on se connaît un petit peu. Et adieu. Comment ça va? Ça va très bien. Ça fait Enchanté plaisir de vous voir. Enchanté de te voir aussi, de te revoir. Ça fait chaud au cœur. Tu trouves pas que les couleurs ici nous amènent directement à Nice? Écoute, on voyage, moi j'ai envie de rester, moi. Ah, voilà. On va négocier, on peut passer On la va journée négocier. ici. Alors tu sais que pour commencer cette émission, on te définit par un mot. On définit notre invité par un mot. Alors moi, ce sera grattaquec. Parce qu'on se connaît depuis quelques années et ensemble, nous faisions une chronique sur une radio associative à Toulouse et tu m'apprenais quelques mots de niçois. Je suis pas sûr qu'ils étaient tous vrais, mais Si. grattaquec, ça m'a marqué. Tu nous rappelles ce que c'est vite fait? La grattaquec, c'est de la glace qu'on gratte et on met un sirop dedans et c'est bon en été. Voilà. Et on boit ça avec une paille. En fait, quand j'étais gosse, c'était des pailles. Ça fait vraiment dinosaure de dire ça, mais c'était des pailles naturelles, quoi. Enfin, des petites plantes là qui poussent et puis qui sont creuses et puis on boit avec ça, quoi. La nostalgie. Tu vois, tu nous ramènes à Nice. Nice à la belle. Aussi, est-ce que tu as trouvé un mot pour définir Oui, le mot que m'évoque notre invité aujourd'hui, c'est Viva. Merci. Alors c'est dans quelles circonstances d'ailleurs on emploie ça? Viva, ouais, c'est un peu tout le temps. Quand tu dis au revoir à quelqu'un, tu dis ciao viva. Si tu trinques, tu dis viva. Si tu veux honorer quelqu'un, alors là, ça c'est le Bramaire d'Ilons, le crieur public du village d'Ilons, qui est un tout petit village tout en haut d'une montagne dans la Tinée, qui m'a dit si tu veux honorer quelqu'un, en fait, tu dis comme ça pour cet ami là, aïe que viva la viva que viva, et tout le monde répond viva. Voilà. Je l'ai honoré. Tu l'as honoré. Oui, alors on t'a entendu dire sur Radio Nova, émission L'Arche de Nova. Ouais. Déjà, tu as été présenté comme l'antipape de la pop. C'est beau ça. C'est vrai qu'ils sont pas les mêmes ordres. Le power trio, quoi. Mm-hmm. Ça ferait une belle marque de voiture. Et oui, et on t'entend dire donc que tu aurais un objectif lunaire, à savoir renverser le monde en une énorme déconnade. Ah ouais, j'ai dit ça moi. C'était possible. À quelle heure Non, c'est bien possible, ouais. Renverser le monde, en fait, l'idée, elle est carnavalesque. Et moi, c'est vrai que tout mon boulot, il est sur cette idée de mythologie, de religion carnavalesque. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui est fabuleux, que je vous conseille pleinement, c'est La religion carnavalesque de Dominique Pauvert, qui est quelqu'un qui a fait une enquête sur le carnaval et sur ses liens avec tout le monde païen, en fait, tout ce qui est préhistorique. Et en fait, il arrive à recouper des traditions carnavalesques d'ici, enfin vraiment très locales, avec des choses qu'on retrouve un peu dans le monde entier.
rapport à le lien entre notre monde ici actuel et l'autre monde, le monde des esprits, le monde des morts, le monde de l'invisible, tout le mystère qui nous environne, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avant de naître, qu'est-ce qu'on fait après notre mort, etc. Et donc renverser le monde, c'est un peu faire venir ce monde-là dans notre monde. Donc quelque chose qui est du domaine du pantai, comme on dit à Nice, c'est-à-dire c'est un rêve mais qui se met dans la réalité. Donc le carnaval, c'est ça, c'est ça et c'est mille autres choses, hein, on pourrait en parler pendant des heures, mais le carnaval, voilà, l'idée c'est de renverser le monde, alors autant sur le plan politique que sur le plan de l'enchantement en fait, c'est-à-dire que c'est un monde qui est devenu très rationnel, notre monde, surtout en France, on est très, très sûr de nos vérités, etc. Et en fait, on se rend compte qu'elles fissurent assez facilement en fait. Donc moi j'aime bien ces fissures, j'aime bien voir qu'il y a d'autres vérités, d'autres réalités. Et Carnaval amène ça, c'est-à-dire que Carnaval, on dit que c'est le monde à l'envers, mais en fait, c'est le monde de la joie, du bonheur, du plaisir, etc. Donc en fait, c'est peut-être le monde qu'on cherche. Donc ça me plaît bien d'imaginer inverser le monde, ouais. Inverser le monde. Putain, on va inverser. Je vais te citer. Allez, Manda. Je me souviens qu'autour d'un plat de pâtes, Ouais. au pesto, faut pas déconner, hein. Tu m'avais dit, on vit dans un désert musical, un désert culturel, et que tu te sentais comme un musicien du désert. En quoi tu te sens ainsi Alors, en fait, oui, c'était à un moment, j'étais branché là-dessus, sur l'idée que, en France, il y a le centralisme culturel, donc voilà, Paris, qui décide pour tout le monde, et puis qui a tous les médias nationaux, qui appellent le reste du pays la province, donc province, c'est quand même un pays dominé, hein. Et qui a décrété à un moment qu'il y avait Paris et le désert français. C'est-à-dire qu'en dehors de Paris, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de bon bec, comme il disait. Et donc, du coup, nous, qui ne sommes pas à Paris, par envie aussi, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être à Paris, on est dans ce désert français, quoi. Donc, dans ce désert, mais alors c'est intéressant, parce que qu'est-ce que c'est le désert ? Donc à ce moment-là, je développais cette idée-là parce que j'aime beaucoup la musique du désert touareg. Donc je trouvais ça assez rigolo d'être dans un désert culturel, ce qui est absolument faux parce que évidemment que la France c'est pas un désert culturel, évidemment que la culture est beaucoup plus vaste que les 7 arts qu'on a définis comme étant la culture, parce que la culture c'est aussi la manière de vivre, la manière de manger, la manière de parler, de s'asseoir, d'échanger, de rencontrer, etc. Donc chaque endroit a ses spécificités bien à lui. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre à Nice longtemps et là, je suis à Toulouse depuis une vingtaine d'années. Donc je vois bien les différences culturelles qu'il y a entre les deux villes. C'est très différent en fait, hein, même si on parle la même langue française, édictée par les académiciens, par la télévision, par tous les voix qu'on entend dans le métro, dans le train, qui nous dit comment il faut prononcer les « et », les « l », les « o », etc. Donc là, nous, on s'est tous bien formatés à ça. Malgré ça, il y a encore une différence culturelle immense entre un bled et un autre. Donc pour moi, c'est un enrichissement de voir tout ça. C'est-à-dire, et donc ce désert, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, quand on le voit de loin, oui, on peut imaginer Paris, et puis le reste, c'est que des gens qui cavalent derrière Paris, et puis qui ont envie d'aller dans l'extrême présent de Paris. Mais en fait, en fin de compte, on se rend compte, en rentrant en détail dans chaque endroit, que chaque endroit a sa culture et qu'elle a besoin d'être exprimée. Donc la musique du désert, c'est ça pour moi. Enfin, c'est ça que j'entendais quand je te parlais de musique du désert à l'époque. Voilà, oui, c'est le désert, mais en fait, c'est là où il y a une fertilité de fou, de création, etc. D'ailleurs, tu as eu une belle expérience avec les musiciens du désert. Ah, j'ai eu la chance de rencontrer des Gnawa dans les années 90, début des années 90. C'est vrai que j'ai passé un mois avec les musiciens de Mustapha Barkbou, qui étaient à Marrakech, et qui sont à Marrakech, et qui m'ont montré des choses, quoi. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec des musiciens qui m'ont montré des rythmes, des choses. Et puis j'ai vu aussi ces soirées incroyables de Lila, où justement, là, on inverse le monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont tomber en transe, donc qui vont être pris par quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, qui vont parler avec une autre voix. J'ai vu une femme parler avec une voix d'homme, par exemple, et qui pratique une musique, en fait, ce qui m'a vraiment complètement révolutionné, qui va retourner mon monde à moi. C'est-à-dire que j'avais toujours imaginé qu'il y avait plus, que la musique c'était plus que de travailler beaucoup à la maison
pour finir par faire un concert d'1 heure devant des gens. Je me suis dit, il y a autre chose, la musique, ça va plus loin. Et là, j'ai vu que ça allait plus loin. C'est-à-dire que les Gnawa, ils font des spectacles. Donc le soir où on avait passé une lila, là, une nuit de musique de trance, et ben juste avant ça, ils avaient joué dans un festival, un gros festival de musique à Essaouira. Et devant 10 000 personnes, ils avaient fait un show, comme on fait un show, un concert d'1 heure et demie. Et le lendemain, la cérémonie a commencé vers fin d'après-midi et ça a fini le lendemain à midi. Et toute la nuit, ça a joué. Et là, c'était autre chose. Donc je me suis dit, ah oui, d'accord. Et après, en fouillant, j'ai bien vu que les Grecs s'étaient intéressés à la guérison par la musique, qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent là-dessus par rapport aux fréquences qui agissent sur le corps, etc. Donc il y a un rapport à la musique qui remet dans cette espèce d'onde dans laquelle le monde, l'univers existe, quoi. Donc la musique, elle a son travail là, à faire là-dessus, qui est passionnant. Moi, j'ai vu Jay mettre tout un public en transe, mais à Toulouse, dans un tout petit bar. Tu vois, tu le connais, ce bar. Oui, le fameux. Je parle de l'Estanquette de la Pourtière. C'est là où je t'ai découvert, où d'ailleurs, on a pu découvrir plein d'artistes occitans. Un petit bar, on va dire, quand tout est plein, un coude à coude, on est 100 personnes, pas plus. Mais je t'ai vu le retourner. Et puis, comme aussi, j'ai aussi des citations de toi, puisque à la sortie de ce concert, tu m'as dit, tu vois, l'Estanquette, c'est l'Olympia des Occitans. Est-ce que tu peux en dire un peu plus aujourd'hui ? Ah, l'Estanquette, moi j'ai une nostalgie immense de cet endroit. C'était un petit bar qui était en plein cœur de Toulouse et qui justement n'était pas, cantonné dans un monde occitan. C'est-à-dire que c'était l'occitan, le bar était clairement axé sur la culture occitane. Mais il avait une ouverture sur le monde qu'il y avait dans cette rue-là. C'est-à-dire que c'est entre le quartier des étudiants et un quartier qui est un peu plus, on va dire, tous les punks à chiens de la Dorade et puis tous les passants qui ont envie de faire la fête, quoi. Donc c'est vrai qu'il était exactement au bon endroit, ce bar. Et puis il y avait Remezi qui était le patron et puis qui accueillait à sa manière très particulière et très accueillante les gens qui voulaient faire des choses, quoi, qui avaient envie d'exprimer quelque chose en occitan, ou pas forcément que d'ailleurs, hein, parce qu'il y a eu toutes sortes de musique dans ce bar. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir ça pendant une 20aine d'années, je crois, hein, à Toulouse, où on pouvait, c'était un coup de fil, et puis tiens, viens tester ça, et puis c'est comme ça qu'on a eu la chance de chanter ensemble avec Rossine, ici présent, à démarrer Djebaletti, avec, moi j'avais 4-5 chansons, lui il en avait 4-5, allez vas-y, on fait avec Lou Davi, tous les trois, allez vas-y, on fait un concert, et puis après on buffe, et puis ça pouvait finir à 5h du mat avec les rideaux tirés, et puis le bar rempli de gens complètement fous. Donc ouais, il y a eu un moment... Ouais, c'était notre Olympia, ouais. C'était notre... C'était un peu moins compliqué d'aller y jouer. La cigale, ouais. Mais le côté laboratoire, je pense, était très très important, et un endroit qui donnait envie aussi, parce qu'on pouvait voir des gens comme Claude Sicre qui pouvaient impressionner des jeunes qui connaissaient que les albums, hein, parce que c'était vraiment à l'Estanquette, c'était, si le nom est occitan, c'est pas pour rien, c'était vraiment convivial, il n'y avait pas de chichi, tu pouvais aborder qui tu voulais, il y avait les mecs de Massilia qui passaient, enfin, c'était aussi un lieu comme ça de rencontre entre artistes. Peut-être que certains artistes t'ont influencé, toi aussi, t'ont piqué. Ah bah moi, toute cette scène, évidemment qu'elle m'a influencé, hein. Moi, je serais pas là s'il n'y avait pas cette génération-là de Fabulous Troubadour, Massilia, Nuxomica, etc. C'est des gens qui ont ouvert une porte, en fait. C'est-à-dire qui m'ont fait connaître simplement l'existence de l'occitan, parce que moi, je savais qu'il y avait le Nissart, parce que j'étais niçois, mais je savais pas plus. Et donc, toute cette histoire des troubadours, de la révolution des quartiers du monde, ça c'est un truc moi qui m'a complètement habité pendant depuis 25 ans, 20 ans, de me dire que oui, le monde peut changer à partir de chez nous, à partir de devant notre porte. Moi j'ai complètement pratiqué cet exercice sportif Que tu pratiques encore d'ailleurs. Ouais, que je continue à pratiquer, tout à fait, ouais. J'apprends tout à l'heure que vous, ouais. Dans le quartier, vous organisez le carnaval aussi. Ouais, on continue, ouais, ça fait une 15aine d'années qu'on fait ça. Voilà, je continue cette belle aventure, cette belle histoire de faire des choses avec ses voisins, même si on voit bien que les quartiers changent, que Toulouse change beaucoup. C'est vrai que le quartier où j'habitais est devenu un quartier très, très, très bourge, très, très rupin, quoi. Donc c'est moins facile, parce que moi j'ai absolument rien contre les gens qui ont de l'argent.
Je suis même pour avoir de l'argent, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que les gens, quand ils avaient du fric, ils fermaient ils coupaient dans le quartier, ils ont coupé les arbres, ils ont bétonné les jardins, ils ont mis des barrières avec des caméras de surveillance, et que c'est plus du tout la même histoire. Et que quand on veut faire des trucs, on a les flics alors qu'on les avait pas avant, etc. Donc c'est vrai que Toulouse a beaucoup changé, mais ça n'empêche pas d'essayer de faire des trucs, hein, et de faire des choses. Là, nous, on continue à faire des choses. Dans cette drive. Et c'est vrai que à l'Estanquette, ben voilà, il y a eu toute cette possibilité de rencontrer ce monde-là en direct. C'est-à-dire qu'il y avait, les Massilia, quand ils passaient, ils allaient faire un bœuf le soir. Quand il y avait les gens de Nux Vomica qui passaient, ils venaient. C'était un endroit pour se retrouver autour de cette culture qui n'a pas de lieu d'immersion, en fait. C'est-à-dire que la culture occitane, elle est dans cette espèce d'orphelinat, là, de ne pas pouvoir être dans un endroit où, tiens, on se retrouve et puis on apprend en parlant, en écoutant, etc. Donc il y a eu ça, ouais, à l'Estanquette. Et c'est un endroit qui manque beaucoup à Toulouse aujourd'hui, parce que la culture est dans les gens, là, mais elle n'est pas dans un lieu vraiment à proprement dit, pour moi, en ce moment. J'aimerais qu'on parle un petit peu aussi du succès de Djebaletti. Tu es quand même classé souvent dans le musique occitane. Bon, c'est vrai qu'on ne sait jamais trop ce que ça veut dire, mais en tout cas parce que tu as des textes en occitan. Et dans cette catégorie contestable ou pas, tu fais partie des rares groupes quand même qui montaient à la capitale. Tu as eu des belles collaborations sur Paris, et tu es même passé sur France Inter à plusieurs reprises. C'est un Graal quand même pour l'artiste occitan. Je trouve ça génial. C'est vrai que les médias nationaux, à part FIP et par le France Inter, ça c'est vraiment fermé. Djebaletti, oui, il y a eu des beaux retours de la presse, de la presse nationale, etc. Donc c'est plutôt sympa. Ouais. Après le succès, de toute façon le succès c'est moi je pense déjà arriver à faire quelque chose et puis le faire exister dans un disque, déjà c'est une forme de succès, c'est une réussite, quoi. Après il y a toute une graduation jusqu'à Michael Jackson, quoi. Mais donc oui, nous on a une forme de succès. Djebaletti, ça peut continuer à exister là, c'est bien. On est en train de faire le 4e album avec Helico Music, qui est une maison de disques avec qui on avait travaillé sur le premier album. Et notre structure à nous, le Grand Roméo. Donc, oui, il y a une forme de succès dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on arrive à faire ce qu'on a envie, déjà, à vivre des chansons que j'écris, donc ça c'est quand même assez cool. Il y a des gens qui s'intéressent à nous un peu dans pas mal d'endroits. Voilà, il y a des villes où on a vraiment un public. Donc moi je suis ravi de ce qui se passe avec Djebaletti. Ouais, ça suit son chemin, c'est une belle aventure, on rencontre des gens. Là, on a travaillé sur l'album qui vient, on travaille avec Fixie, l'accordoniste de Winston McAnuff, de Java, tout ça, avec qui on a beaucoup de connivence parce que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur l'identité, qu'est-ce que c'est faire de la musique en France, etc. Qu'est-ce que c'est d'utiliser un instrument estampillé. Lui joue de l'accordéon, donc il a vraiment un truc de porter cet instrument très franchouillard dans des milieux qui sont assez branchés, parce qu'il jouait quand même avec Tony Allen et toute cette bande là. Donc du coup ouais, ça fait des belles rencontres avec Maya Barou aussi, qui est une chanteuse franco-japonaise avec qui on fait un feat sur l'album là. Moi ce qui me plaît bien, c'est de pas, comment dire, moi j'ai l'esprit de chapelle puisque je suis occitaniste, donc évidemment que j'ai envie de défendre cette culture, cette idée, etc. Mais j'aime bien l'idée de rencontrer plein de gens et plein de styles de comment dire, plein d'univers différents, quoi. Et de pas se cantonner juste à me dire, tiens, je vais rester ici à Toulouse, je vais faire mon truc dans le coin. J'ai envie d'être très local et en même temps d'être le plus possible un peu partout, en fait. Donc, ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que j'adore dans ta musique. Je pense tout le temps au gars de la Fnac ou de Cultura quand il va devoir te mettre dans un rayon où Macarel il a dit comment on va faire. C'est de la musique du monde, c'est de la musique du monde. Oui, non, c'est du funk. Non, c'est afrobeat. Non, je dirais c'est du rock psychédélique ou de l'occitan. Tiens, on va le mettre à côté de Nadaou. C'est un bordel pas possible. Hein, on s'est retrouvé dans les rayons Caraïbes aussi. Pas mal. Mais du coup, moi, ça c'est une vraie question de journaliste. Je fronce les sourcils.
Ah, ça fout la trouille. Est-ce que l'occitan, justement, c'est pas le petit truc qui te démarque et qui fait que voilà, tu passes sur Inter, il y a des gens comme Fixie qui te remarquent. Est-ce que c'est pas la petite étincelle qui fait briller Je crois que c'est exactement ça. C'est la petite étincelle que fait le boulet qui est accroché à mon pied quand je marche. C'est à peu près ça l'occitan. L'occitan, c'est un drôle de truc, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la musique du monde parce qu'on n'est pas du monde, on est en France. Mais en même temps, on n'est pas dans la musique française non plus parce qu'on chante en occitan. Donc c'est un drôle de truc. Il y a des gens qui nous accueillent à bras ouverts parce qu'on chante en occitan, et puis il y a des gens qui nous ferment la porte directement parce qu'on chante en occitan. Donc c'est sans écouter la musique, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont nous programmer juste parce qu'on chante en occitan, et des gens qui vont pas nous programmer juste parce qu'on chante en occitan, sans avoir même écouté ce qu'on fait. Donc c'est une drôle de situation, l'occitan en France. Voilà, c'est tout et son contraire. Il y a encore une belle réticence à cette culture, quoi, hein. Il y a des gens qui veulent pas en entendre parler, des politiciens aussi, hein, malheureusement, des gens même avec qui on aurait des affinités politiques, hein, qui n'ont pas du tout envie que cette chose-là existe et qui seraient prêts à militer pour que ça n'existe plus, hein. Moi, ça m'arrive une fois par an, heureusement, pas trop souvent, mais des gens qui viennent vraiment me dire « Mais non, mais pourquoi tu chantes dans cette langue ? Il faut que ça s'arrête, il faut arrêter ça, c'est un nid de terroristes. » C'est génial. un nid d'embrouille, c'est un nid d'embrouille. Un nid d'embrouille, je peux pas vraiment leur donner tort, mais ouais, c'est étonnant. Ouais, j'en ai eu une il y a pas très longtemps, ouais, qui m'a dit mais que c'était n'importe quoi de chanter en occitan, et les écoles occitanes c'était n'importe quoi, voilà, et qui avait vraiment l'intention, enfin qui avait envie que ça disparaisse. Alors j'ai dit que c'était marrant, ça me rappelait vraiment les discours d'Adolf Hitler. Ah, j'aime bien la mesure dans tes arguments. Moi, j'aime quand on y va direct au point, Godwin. Oui. Faut pas, ça sert à rien. Pas de détour. Non. Tanke rodoras, tanke biraras. Voilà, exactement. Mais tiens, tu fais bien de parler de politique, parce que je me rappelle qu'un soir d'Estanquette, tu m'as raconté une anecdote. Moi, j'aimerais bien que tu me la re-racontes ici, parce que ça m'a un peu tordu de rire. C'est que justement, tes débuts en tant que troubadour toulousain, on va dire, tu étais passé sur France Inter, et vous ont fait la belle surprise d'inviter Charles Pasqua en même temps. Ah oui. Je crois qu'il vous a clashé, ou il vous a dit quelque chose par rapport à l'Occitan. Bah, c'était un drôle de truc. En fait, c'était quand je jouais avec les bombes de balles, on n'était pas au jus que Charles Pasqua était invité sur le plateau, et en fait, on est arrivé au Fou du Roi, là, c'était Manoukian à l'époque. Et on arrive dans le couloir de France Inter, là, du studio. Et là, l'attaché de presse nous dit « Ah oui, je vous ai pas dit, il y a un invité avec vous. C'est Charles Pasqua. » Et elle ouvre la porte. Et là, il y avait Pasqua en vrai, quoi, pas comme à Grévin. Waouh ! Alors moi, la chance, c'est que les bombes de balles, on était nombreux, donc j'ai fait « Je me suis mis derrière le dernier. » Et je me suis fait tout petit, je suis passé, et j'ai évité de lui serrer la main parce que ça m'aurait quand même traumatisé de serrer la main à cette espèce de sale mec. Alors pour les plus jeunes, Charles Pasqua, c'est le Gérald Darmanin des années 80. Ouais, voilà. Avec peut-être un peu plus de sang sur les mains quand même. Et l'émission débute un peu d'euphémisme. C'est ça, hein, c'est ce que je me disais. Et du coup, on se retrouve avec Pasqua qui nous a laissé jouer. Enfin, on a joué un morceau et après, c'était des morceaux en français. Enfin, c'est une histoire un peu longue. C'est-à-dire qu'il y avait une reprise à faire et nous, notre tube du moment, c'était un morceau en français. Et donc, on n'a pas chanté en occitan. Et c'est vrai que c'était idiot parce que c'était l'occasion sur France Inter de chanter en occitan. Et on a chanté 2 chansons en français, puisque notre reprise, c'était à la Clairefontaine. Et du coup, Pasqua nous a séché sur notre propre terrain parce que il se trouve qu'il parlait très très bien le provençal et qu'il connaissait tout un. C'est des gens qui sont des machines, hein. C'est-à-dire que les politiciens, c'est ce jour-là où j'ai compris pourquoi ils étaient là où ils sont. C'est-à-dire que c'est des gens qui vous regardent, ils vous regardent pas vous, ils vous analysent pour savoir comment ils peuvent vous utiliser. Et là, il avait très très bien analysé la situation, il nous a fait une leçon. C'est-à-dire qu'il a vu, ce groupe-là, s'il est à France Inter, c'est qu'il a une audience. Cette audience, s'il chante en occitan,
sais qu'il y a une audience en occitan, donc moi je vais récupérer tout ce petit public. Et donc il a bien attendu qu'on ait fini de chanter, il nous a dit « Oh, quel dommage que ce groupe qui chante dans cette si belle langue occitane n'ait pas chanté en occitan. » Et là il a déclamé un poème de Frédéric Mistral dans une langue parfaite, c'était... voilà. Ah, il vous a enchaîné, là. Ah oui, il nous a défoncé. Combo, mortalité, Ah il vous ouais, a tout fait. ouais. Balayette, coup de tête balayette, tout. Bah oui, de toute façon, face à ces gens, c'est ça le problème, hein, c'est que c'est très dur, c'est des tribuns, c'est des guerriers, c'est des gens, pour arriver à les battre sur ce terrain-là, c'est une vie Enfin, il faut vivre comme eux, en fait. Faut penser comme eux, c'est pas évident. Hein. Nous, on n'est pas comme ça. Tant mieux. Ouais. Bravo. J'ai pas le choix. Il est en forme, Jay. Il est en Ah oui forme. Ah, il est pas mal. Bien. Le poil luisant. Ah, Ouais. merci. Les fleurs de chemise aussi, luisantes. Ah putain. Les fleurs Qu'est-ce de que vous sel. voulez tous les deux? Ça va finir dans l'huile, cette affaire. Hein. Moi, je voulais un café au départ. Alors, est-ce qu'il te vient un texte ou quelque chose à nous partager, un truc que tu as en tête, un madrigal, quelque chose? Ah oui. Alors là, j'écris un texte en ce moment pour le Peu Revengut. Et Peu Revengut, c'est un journal en langue nissarde, qui se fait là depuis un peu plus d'un an, qui est magnifique. C'est David Assas-Silvieri qui a lancé ça, et qui a réuni plein d'auteurs niçois, qui parlent de plein de choses, quoi, de plein de sujets. Alors en général, c'est axé sur un truc. Là, il y a eu un numéro sur Joseph Rosalène Ranchet, qui est un poète nissard qui est fabuleux du 19e siècle. Là, celui qui arrive, là, il est sur Carnaval, etc. Donc chacun écrit des choses. Donc ça m'a fait voir qu'il y avait des dizaines d'auteurs en langue qui écrivent des trucs vraiment passionnants, très poétiques, très, très fous, très falabraques, très cons. Mais ça, c'était pour faire la promo du Peu Revengut. Mais le texte que je vais dire, c'est le texte qui m'a amené au nissartais, en fait. Parce que moi, je savais que cette langue, elle existait, parce que j'avais entendu ça quand j'étais gosse. Mais je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Enfin bon. Et un jour, j'étais chez un pote, et puis je vois un disque qui s'appelait Anita, et il se trouve que la maman de mon fils s'appelle Anita. Bon, on n'avait pas eu d'enfant encore à cette époque-là, mais... Et donc je vois ce disque-là, et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est ce truc, Anita. Et mon pote, il me dit, ouais, c'est un disque des Niçois, ils ont fait sur la femme de Garibaldi, qui s'appelait Anita, qui était brésilienne. Et donc je mets le disque et je flash complètement. C'est un disque avec Jean-Luc Sauvego, avec je vais pas me rappeler les noms évidemment, Riccardo Tesi, avec Patrick Vaillant, etc. Et il y a une chanson qui dit Anita. Alors la chanson est magnifique, elle fait Anita non fa la loba, Anita non fa l'umore, mure, lu mio destino de cure, su cosa cavolo trevu, digli digli pressa, digli digli dora. Anita Pepina Anita. Oh, mamanita, tu sais la comparsita. Et après, il dit s'installare en Antibo, en la Valliera de Menton, vivant toute la vida, de mai puti et mai putu. Et en fait, putain, ce texte-là, moi, je comprenais pas trop le niçois à ce moment-là. Et ça m'a fait flasher parce que d'un coup, c'était un texte d'une chanson qui parlait de la vallée, la vallée d'Antibes et de Menton. Et du coup, une chanson qui parle de ces endroits-là, moi, j'en connaissais pas. Et j'ai complètement flashé sur la musique, sur le chanteur. C'était Carlotti qui chantait. Jean-Marie Carlotti qui chantait ça magnifiquement bien. Et du coup, ce texte-là d'amour de Garibaldi, qui est la figure masculine, moi je savais même pas qu'il avait une nana, ce mec. Et d'un coup, ça le rendait vachement humain de savoir qu'il était avec une Brésilienne, qu'il était super amoureux, ils ont fait la guerre ensemble là-bas, ici. Et de se dire leur rêve, ça a été un moment de s'installer là, dans la vallée de Menton, à l'époque de Garibaldi, ça devait être un paradis, ce truc-là. Ou vers Antibes, là, vers le Cap, là, ça devait être magnifique, incroyablement magnifique, puisque c'est encore assez beau aujourd'hui. Donc ouais, cette chanson, elle m'a complètement scotché. Du coup, je l'ai piqué le disque à mon pote et je l'ai usé
Et ça m'a fait entendre pour la première fois le Nissart et le provençal aussi, parce que Carlotti chante souvent en provençal. Et du coup, ça m'a amené à toute cette histoire. Je pense que c'est vraiment un disque qui est clé dans mon histoire de musicien. Ouais. Eh bien, merci. C'était un très beau texte et un disque à découvrir. Tu crois qu'on peut le trouver Et il n'est pas facile à trouver. Ouais, moi, je ne sais pas où le trouver. Il faut chercher. J'espère que quelqu'un le mettra en ligne un jour, mais une fois j'ai cherché, enfin plusieurs fois j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ouais. Il s'appelle Anita. Alors, si quelqu'un l'a chez lui, même j'ai eu l'autorisation par Patrick Vaillant de le mettre dans toutes les plateformes à un moment, parce qu'il m'avait dit si tu le trouves, vas-y mets-le, parce que la maison de disques l'a pas fait, et du coup il est en train de disparaître ce disque. Faut voir Jay, gardienne de la mémoire. Voilà. Non, mais Jay Ragapero. Ah oui, c'est un. Alioli de Nice. C'est un DJ de Nice qui peut-être connaît. Mais écoute, en tout cas, nous, tu vois, on fouille, on suit notre petite formation en journalisme avec Ossine. Je dirais qu'on progresse tranquillement. Écoute, on mène l'investigation, on va peut-être le trouver. Tiens, d'ailleurs, Ossine, tu as trouvé une interview de Jay et une phrase qui t'a interpellé. Oui, une phrase dans le journal toulousain, 4 août 2021, c'est très précis. Waouh. C'est documenté. Alors en fait, c'est vrai, tu emploies une phrase donc, que je vais citer, qui est même, je pense, d'intérêt public, parce que c'est vrai, c'est une phrase poignante, où tu dis « Une toute petite piqûre et je vous rends la liberté ». Ah. Alors ça vient d'où cette phrase? Mais ça c'est parce qu'il m'avait demandé qu'est-ce que c'était la phrase. Attends, la question c'était... Oui, c'était un journaliste qui il m'avait fait une interview et puis après il m'avait dit cite une phrase qui te semble représenter notre époque. Et c'était pile au moment où il voulait vacciner tout le monde là. Donc j'avais trouvé ça rigolo, c'est dans Tintin. En fait, une toute petite piqûre et je vous rends la liberté, c'est Tintin qui est attaché à une chaise et puis il y a une espèce de cinglé qui veut le... Je sais plus dans lequel c'est, mais il veut le... C'est le lotus bleu. Lotus bleu, hein, oui, c'est oui. Ça, ouais. Et l'autre, il est complètement cramé, il veut le... Je sais plus ce qu'il veut lui faire, mais... Et du coup, j'avais trouvé ça rigolo parce que une toute petite piqûre et je vous rends la liberté, c'était vraiment exactement ça, quoi. À ce moment-là, c'était passage obligatoire, c'est genre, tu vas te faire vacciner. Et ce qui était fou, c'est que, enfin, vacciné, moi je l'ai été pour plein de choses, mais là c'était complètement dingue de dire qu'il fallait passer par ça pour retrouver la liberté, sachant que le vaccin, ça avait complètement inversé. En fait, quand je parle d'inverser le monde, il n'y a pas que moi qui le fais, parce que le gouvernement le fait beaucoup mieux que nous, enfin beaucoup plus que nous, c'est-à-dire que des fois ils inversent les choses. Là par exemple, c'était une inversion totale, un vaccin c'est pour se protéger soi. Donc pourquoi forcer quelqu'un à se protéger soi en le mettant en exemple, s'il ne le fait pas, comme quelqu'un qui est dangereux pour la société. S'il ne se protège pas lui-même, s'il ne protège pas lui-même, ça a été complètement inversé. En fait, dans la tête de tout le monde, c'est devenu complexe comme sujet. Alors que un vaccin, on sait bien que c'est pour protéger la personne qui se vaccine. Ça ne va pas protéger les autres. Et puis en plus, là, on a eu la preuve que le vaccin, en plus, fonctionnait à moitié, puisque je connais des tas de gens qui ont été vaccinés des 10, 4, 5, 6 fois et qui ont quand même chopé la maladie. Et qui sont d'ailleurs... par bonheur, certains ne sont pas morts, donc voilà. Donc c'est vrai que ça m'avait fait rire d'utiliser cette phrase-là en disant une petite piqûre et je vous rends la liberté. J'ai pas l'impression qu'on ait gagné beaucoup de liberté depuis tout ça. Là, tu ferais un bon personnage de bande dessinée, toi, d'ailleurs. Ah ouais, je trouve. Avec ton côté chemise en hiver, tes cheveux bouclés, poivre et sel, maintenant, on peut le dire. Tahiti Bob. Tahiti Bob. Ça t'as un côté Tahiti Bob. Tahiti Bob. Ça t'aurait pas plu, ça, d'être un personnage de BD? Ah bah si, ouais. J'avais un pote qui avait fait un bout de BD sur moi, à un moment. Vite fait. Ça m'étonne pas. Ah, j'aimerais bien voir ça. Hein. Ah ouais. Il y avait 3 à 4. D'ailleurs, en parlant de personnages, t'as aussi une carrière de cinéma. Tu es un petit peu d'acteur. Récente, très récente. Très récent. Pour la série. Voilà, donc c'est une série qui s'appelle La série, qui s'écrit La Serie A. Oui, j'ai eu la chance de faire partie de cette belle aventure de Amic Bédel et Julien Campredon. Julien Campredon, merci, son nom m'échappait la seconde, qui est une aventure incroyable, c'est une mise en abîme parce que en fait il y a 7 ans ils ont commencé à faire il y a 10 ans ils ont commencé à faire le premier épisode, un épisode pilote où donc l'histoire c'est un jeune mec complètement obsédé par l'Occitanie
veut à tout prix faire un film, une série, il a trouvé une histoire fantastique à raconter. Et il cherche des financements et surtout un réalisateur. Et donc il rencontre un mec qui a l'occitan, lui, dans sa famille depuis toujours, mais qui en a rien à foutre de l'occitan, quoi. Et donc c'est tout le combat de ce mec qui est un néo-occitaniste, qui essaie de convaincre quelqu'un qui a ça dans sa famille que c'est important. Et donc c'est un duo de clowns fabuleux. Et il y a plein d'intervenants. Donc il y a beaucoup de la scène occitane musicale dans ce film, qui jouent la comédie, et qui ne sont pas forcément comédiens, dont je fais partie. Et donc voilà, ils m'ont filé un rôle assez marrant, assez clownesque. Une belle série. On invite tout le monde d'ailleurs à aller y jeter un œil et une oreille, parce que c'est en occitan. Ça s'écrit la série A. Et vous pouvez y aller, c'est même sous-titré, donc vous comprendrez tout. Ouais, c'est assez formidable. Et toi, ils t'ont donné un rôle vraiment savoureux. Je crois que... je sais pas ce qui se passe, mais quand tu débarques à l'écran, c'est festival, quoi. Non, tu t'es amusé à faire ça, ou ça a été quand même le trac, le stress, ce genre de truc qu'ils disent sur le plateau quotidien? Le plus gros trac que j'ai eu, c'est le jour où ils ont projeté ça au Gaumont, ici à Toulouse, avec un écran de 8 mètres de haut, là. Là, j'étais angoissé parce que j'avais jamais vu, en fait, parce qu'ils ont fait le montage. Nous, on a tourné... Enfin, moi, j'ai tourné pendant 3 jours, donc ça a été vite fait. On a fait, je sais pas, quelques scènes, quoi. Mais... Donc sur le coup, non, parce qu'en fait c'était qu'une équipe de potes, donc j'avais l'impression de passer un week-end avec des copains dans un château, donc il n'y avait pas un trac de fou. Puis Amic, c'est quelqu'un qui met les gens très à l'aise sur le plateau, donc non, c'était un plaisir. Et puis de parler en français. La série, c'est en bilingue, donc c'est moitié occitan, moitié français, donc il y a ce plaisir aussi de dire la langue, et puis de savoir que ça existe, quoi. Donc c'était un vrai plaisir. Le soir, on a chanté, on a fait une belle fête. Mais après, par contre, la projection, c'était horrible. De se voir sur un écran géant comme ça. En plus, j'étais assis au premier rang. Puis bon, j'ai pris du bide un peu à force. Donc, du coup, par en dessous, là, en peignoir, waouh. J'étais avec ma copine, j'ai caché les yeux. Il y avait ma mère à côté. Enfin, bon. Non, c'était... Non, mais c'est une super belle aventure. C'est vraiment... C'est une très belle histoire à tous les niveaux, la série. Bon, on s'est connus il y a... on va pas compter les années, je laisse tomber, mais je me souviens qu'on m'avait demandé de faire l'affiche pour une soirée où il y avait aussi et d'autres qu'on a cités un peu plus haut dans l'émission. Et on m'a dit, sur l'affiche, il faut que tu l'appelles Djeba Bazouk. Ah oui. Et en fait, j'ai jamais osé te demander. Babazouk. Oui, pourquoi Babazouk? Le Babazouk, c'est le nom du Vieux-Nice. C'est le nom intime du Vieux-Nice, en fait, de la vieille ville, le Babazouk. Alors, il y a des gens qui disent... Alem Suri Garcia, il dit que c'est le Bab al-Souk, la porte du souk. C'est possible. Babazouk, c'est vrai que c'est un drôle de nom, quoi. C'est le nom de cette espèce de village qui était le Vieux-Nice, qui était la ville de Nice il y a pas si longtemps encore, parce qu'elle a triplé de volume au début des années 60. Donc c'était une de ces... Quand on voyage un peu vers là-bas, on voit, quand on va, par exemple, à San Remo, la vieille ville, elle s'appelle la Casbah, carrément. En fait, c'est un enchevêtrement de petites ruelles qui rentrent dans des... Enfin, c'est incroyable, il faut visiter ces trucs-là. Et toutes les villes méditerranéennes, elles ont un peu ça, elles ont une espèce de Casbah, quoi, de lieux labyrinthiques avec beaucoup de sous-sols aussi. Parce que là, aujourd'hui, tous les sous-sols sont bloqués du Venise, mais il y a une ville parallèle, en souterrain. Toutes les villes méditerranéennes, je crois qu'elles ont ça. Parce qu'ils se planquaient beaucoup quand il y avait des gens qui venaient les envahir, ou quand il y avait les huissiers, j'en sais rien. Ils avaient quand même une vie autonome, ces bleds-là. Donc jusqu'à il y a peu. Donc, et puis c'est des villes qui ont des milliers d'années. Nice, c'est censé avoir commencé il y a 2600 ans, donc ça commence à faire un paquet de temps, quoi. Donc il y a le Babazouk. Le Babazouk, c'est le nom qu'on te donne. Et à cette époque-là, j'avais pas trouvé encore Djebaleti, et je savais pas comment m'appeler, donc je m'étais dit Djebabazouk, c'est bien. Ça sonne bien. C'est aussi le nom d'un journal. Un journal alternatif, un peu. Babazouk, ouais, il y a peut-être eu un moment. Ouais. Le Babazouk, il me semble. Ouais, c'est possible, oui. Babazouk, c'est un nom affectif. Les Niçois sont attachés à tous ces... En fait, à Nice, il y a cette ville complètement pourrie qu'on connaît dans les médias, et qui existe en vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'injustice sociale, il y a beaucoup de misère. Il y a énormément de misère. En fait, les gens ont une fausse image de Nice. Ils croient que c'est une station balnéaire de Bourges et de Vieux-Bourges. Mais en fait, c'est pas du tout vrai. C'est une énorme ville avec beaucoup de gens dans la misère.
et avec des injustices incroyables. C'est-à-dire, tu peux voir un jeune mec de 18 balais avec une Ferrari qui passe à côté d'une famille qui est à la rue, mais qui sont pas à la rue pour le folklore, hein. Ils sont à la rue parce qu'ils ont vraiment rien, quoi. Et du coup, il y a cette espèce de chape de béton de Côte d'Azur là, qui est détestable, hein, avec beaucoup de superbe. Là, ils refont tout en ce moment pour qu'elle ressemble un peu à cette image-là. Mais Nice, elle a un deuxième visage, hein, qui est cette ville méditerranéenne complètement fantasque, quoi. C'est-à-dire, c'est une ville de carnaval. C'est une ville avec un milliard d'histoires. Il y a je sais pas combien de personnages mythologiques dans cette ville qui ont tous des histoires complètement passionnantes. Autant réelles et qui sont rentrés dans la mythologie, comme Garibaldi, qui est un personnage presque mythologique maintenant. Mais après, des personnages complètement mythologiques, comme Catarina Segurana, ou le Mago d'Encaster, le Mago d'Encaster, oui, je vois. Nux Vomica aussi, beaucoup. Nux Vomica, c'est un groupe de musique, ouais. Nux Vomica, c'est un groupe de musique qui existe depuis, maintenant une trentaine d'années, je crois, hein, Nux. Qui ont pas mal d'albums à leur actif, qui ont une vie aussi de plasticiens, c'est-à-dire que c'était un peu art total. Ils ont commencé dans des hangars, ils faisaient de la peinture, ils ont invité Massilia et Fabulous Troubadour, et de les voir chanter, tout ça, ça leur a donné envie de chanter. Ils ont monté un groupe, ils ont monté un carnaval qui a été une espèce de déclenchement. Là, tu parlais d'étincelle, où ils ont vraiment fait une étincelle sur tous les carnavals indépendants. C'est-à-dire qu'ils ont lancé le carnaval indépendant de Saint-Roch, et ça a donné envie à tout le monde de faire du carnaval comme ça. Saint-Roch, qui est le fameux quartier. Hein. Quartier de Nux Vomica, ouais. Ouais, voilà, Nux Vomica, c'est une très belle histoire, et puis ils continuent, hein, ils ont vraiment cet esprit nissard de pantaille, et puis d'humour décalé, d'autodérision aussi, il y a beaucoup d'autodérision à Nice quand même. Et les albums sont très bons, hein. Moi j'encourage vraiment à écouter leur travail, hein. Ils ont vraiment fait une belle œuvre, quoi. Ils continuent à faire une belle œuvre, hein. Et beaucoup d'ateliers de création d'instruments, d'ateliers de danse, de préparation de carnaval. Là, ils refont le carnaval indépendant, là, cette année. Donc, ouais, c'est une histoire qui est très, très lumineuse, ouais. Eh bien, il va falloir commencer à penser à fermer les portes de l'émission. Avant, on a une dernière séquence qui s'appelle l'objet mystère. Tu sais, c'est le vieux téléachat de Pierre Bellemare qui nous a inspiré. Alors maintenant, Maryse, l'objet mystère. Et c'est vrai que c'est un moyen, voilà, de parler d'une partie de ta vie à travers un objet. La particularité, c'est que cet objet, nous ne le connaissons pas. On va se donner une petite minute pour te poser des questions et essayer de découvrir ce que c'est. De le deviner. Voilà. Hein, c'est la séquence un peu ORTF. Magnifique. Alors, cet objet mystère, je me lance. Est-ce que c'est un casque de moto dédicacé par Christian Estrosi? C'est ça. Non, ça aurait pu voir Coluche à l'époque. Mais... Dommage. Une machine à café Balati. Ah là, j'en bois pas du café, alors c'est affreux, je sais. Combien de fois on t'a appelé J. Bialetti? Une mandoline? Oh, pia la mandolina. Non, c'est pas une mandoline. Le shampoing de Claude Sicre. Qu'on salue au passage. Avec beaucoup d'affection. Est-ce que c'est la beatbox de Angebé? Parce qu'il faut le savoir. En fait, tout était branché derrière. C'est pas lui. Les machines, c'est trafiqué tout ça. Ah, la beatbox d'Angebé, elle est dans son cœur. Je vais pas lui prendre son cœur quand même. Une carapace de tortue? Ah là, ça, j'ai vu les dangers que c'était de transporter des carapaces de tortue dans la série. Oh non, je vais pas faire ça. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que l'objet est comestible? Il peut. Ah, c'est du cassoulet. À chaque fois que tu m'as invité à manger chez toi, on a mangé du cassoulet. J'essaie de m'intégrer. J'y suis. Une boîte de sardines. Ouais, ça pourrait. On n'est pas loin. Bon, je crois que la minute est passée. Là, Ouais, vous avez perdu, les gars. Comme à chaque fois, on a perdu. On perd à chaque fois. Moi, je dois vous le dire, alors c'est ça? Voir nous le montrer. Allez, ouais, tu nous le décris pour nos auditeurs. C'est ça. Alors, c'est la cougourde. Qu'est-ce que c'est? C'est le cougourde d'eau. Non, mais un peu plus, j'étais obligé de me lever et d'y aller. Voilà la chose. C'est quand même imposant, ça rentre pas dans la poche. Le cougourdou, donc c'est une cougourde, une grosse courge. C'est une calebasse, c'est pas une courge. Une courge, ouais, enfin bon, c'est un peu long à expliquer. C'est une calebasse, pardon. Ouais. Mais alors donc, je voulais dire, elle a l'aspect d'une courge, imaginez, je sais pas, une butternut géante, mais géant quand même. C'est quand même, ouais.
Ça fait un peu de musique aussi. En fait, ce fruit-là, c'est la Genaria, c'est une calebasse occitane qui en fait permet de faire des caisses de résonance. Enfin, permet de faire un tas de trucs, parce que là aujourd'hui, nous, on a perdu complètement l'utilisation de ça en France, mais si tu passes la frontière, tu vas vite tomber sur des objets de cuisine, sur des... Enfin, il y a plein de pays qui utilisent ça encore vraiment pour faire des saladiers, pour faire tout un tas d'ustensiles de cuisine, et surtout des instruments de musique. C'est-à-dire que, par exemple, en Inde, il y a encore les caisses de résonance qui sont faites dans cette calebasse-là. Je dis calebasse occitane parce que c'est les calebasses qu'on fait pousser nous ici. Mais en fait, c'est la même calebasse qui est utilisée dans le monde entier. Elle s'appelle la lagenaria, ciceraria. Nous, on l'appelle en occitan le cou-gourdon. Mais tu vas trouver la même pour faire les caisses de résonance de sitar en Inde, ou de vina, ou les caisses de résonance de ngoni en Afrique de l'Ouest, ou de kora, ou les caisses de résonance aussi des balafons, ou les caisses de résonance des birimbau au Brésil. En fait, c'est la même matière. Et ce qui est génial, c'est que ce fruit-là, en fait, ce matériau, il est là depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un allié dans la nature. Enfin, on a tous les tas d'alliés, parce que s'il n'y avait pas de nature, on ne pourrait pas exister. Mais celui-là, il aide les humains à vivre, en fait, à tous les niveaux. C'est-à-dire, pour transporter de l'eau, s'il s'appelle une gourde, c'est pas pour rien, parce que la gourde, c'est la courge aussi en anglais. Donc c'est pas pour rien que ça s'appelle une gourde. Pour transporter toutes sortes d'aliments. Et à un moment, les humains se sont dit « Oh, mais c'est incroyable !» Ça sonne, ça résonne, il y a du vide dedans, c'est solide comme du bois, c'est ready-made, quoi. C'est-à-dire que c'est fait tout seul, ça pèse rien du tout, c'est solide. Et ben tiens, on va tester. Et je pense qu'il y a un premier mec, première nana, j'en sais rien, qui a soufflé dedans, qui a mis des cordes et qui s'est dit waouh, mais c'est génial, ça fait un truc. Et en fait, les caisses de résonance des instruments comme la mandoline, le mandol, le luth, la guitare, etc., ont tous des instruments, des formes de cette calebasse. Parce que cette calebasse, elle a 1000 formes. Donc ils ont tous une forme apparentée à ça. Donc c'est assez curieux de remarquer ça. Et on se dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas les ancêtres des caisses de résonance ? Donc c'est fabuleux. Voilà. Donc c'est un instrument qui nous ramène donc à l'origine de l'humanité, tant pour notre survie, et puis à l'origine de la musique aussi. C'est un lien permanent. Ah ouais. Ah bah nous, on a carrément... C'est devenu un... à Nice, c'est très important. En fait, moi, c'est pour ça que j'ai connu ça. C'est parce que c'est en cherchant... Le jour où j'ai découvert, en fait, sur un dessin de Gustav Adolf Mossa, l'orchestre de la Vespa, Vespa ça veut dire guêpe en occitan, il y avait un orchestre dessiné en 1926, là, d'instruments complètement improbables, tout tordu, tout arrondi, là. Et donc j'ai vu ce dessin, j'ai rencontré un luthier, il a fabriqué les instruments, et on a commencé à jouer ça. Et c'est les instruments qu'on joue dans la Vespa Cougourdon Orchestra, et que je joue dans DJ Balletti. Ces instruments dans cette calebasse, la calebasse occitane. Et à partir du moment où on a découvert ça, là, ça nous a ouvert tout un monde, en fait. Et à travers cette découverte, ça nous a fait entrer dans cette espèce de monde passionnant de la recherche des musiques du monde. Et on a vu que nous aussi, on avait une place, en fait, dans ça. C'est-à-dire qu'on n'était pas que observateurs, on avait aussi une espèce d'originalité, un instrumentarium complètement hors du commun. Et ça a été quelque chose de fabuleux. Donc du coup, on a monté une association qui s'appelle Grand Roméo, qui s'occupe de faire connaître toute cette lutherie, de faire connaître tout ce monde-là, parce que ça va plus loin que la lutherie, en fait. C'est une manière de voir l'univers aussi. C'est une manière de voir la vie, l'écologie. C'est très intéressant. Tu l'as déjà vu, la Vespa en live aussi, là ? Oui, j'ai vu. C'est impressionnant. C'est dingo. C'est unique. C'est unique. Donc elle va prendre du service très bientôt, c'est ça ? Ah, celle-là, elle reste comme ça. Là. Elle va rester comme un porte-bonheur chez moi. D'accord. Mais elle sort pas pour Carnaval ? Bon, des fois. Ouais, ça dépend. Ouais. Ça dépend lesquelles. Mais j'en ai plein. Ah, voilà. Bel objet. Original, pas pareil, comme on dit. Un objet auquel tu as consacré quand même une belle partie de ta vie. Hein. Ouais. C'est une grande chance d'avoir découvert ça. Ça a été, la possibilité. En fait, à partir du moment où j'ai découvert ces calebasses là et cet instrumentarium niçois,
et ben j'ai pu faire des choses très personnelles et très libres comme Djebaletti ou la Vespa. Donc oui, merci au Cougourdon, au grand Cougourdon. Bon, ça te fait plaisir de passer dans le Occitan Social Club? Oui, j'en ai rêvé longtemps. Si tu vas prendre la carte. Social Club, ça me fait penser au Buena Vista Social Club. Ah, Moi, je suis un peu cubain par mon grand-père, donc oui, je me trouve 2 fois bien dans cette histoire. Ah, génial. Merci de nous haver recebut à l'hostal Mais grand plaisir. del Cap Québec. Eh oui, ciao viva gli amiche. La baillette. La bailletta, ciao viva. Utsita Social Club est un podcast Ludiari, réalisé par Sil et Guillaume Graciolet. Fait possible grâce al sostegn des nostres partenaris, la région Occitania, la délégation générale à la langue française et à las lengues de France, la DRAC Occitania, la commune de Toulouse, l'Offici public de la langue occitana et vosaltres que legissetz, escutatz et sostenetz lo diari, lo magazine de la culture en occità. Si vous agrada, se ne voletz mai, vous podez abonner ludiari.com. Merci spla.